Alors, pour notre table ronde, je vais inviter sur scène Catherine Kérard, présidente du GNI Grand Ouest. Le GNI, c'est le Groupement National des Indépendants, une organisation professionnelle. Catherine est aussi vice-présidente du GNI National. Bonjour Catherine. Vous serez accompagné d'Hervé Beckham, vice-président confédéral de l'UMI, l'autre grande organisation professionnelle du secteur, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour Hervé. Et puis enfin, Karim Soleil à vous, directeur général du groupe Logis Hôtel. Logis Hôtel, c'est le premier groupe de restaurateurs hôteliers indépendants en Europe, avec 2300 établissements répartis dans 9 pays. Bonjour Karim. Alors, on a beaucoup de sujets, évidemment, à aborder. C'est un sujet absolument capital. On va quand même prendre le temps, même si on est un peu en retard. Allez, on va se donner quand même 45 minutes. Karim, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Karim, prenez un micro. Moi, j'animais il y a quelques jours en Bretagne une table ronde avec des hôteliers restaurateurs qui me disaient « On a les salariés qu'on mérite. On a les salariés qu'on mérite. » Ils se sont fait siffler, hein. Je le dis tout de suite, ils se sont fait siffler quand ils ont dit ça. Et est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec cette remise en question du comportement des employeurs ? Alors, je ne suis pas étonné qu'il se soit fait siffler. Oui. Ça ne me surprend pas. Maintenant, il faut quand même qu'on se pose les vraies questions. On est dans une industrie aujourd'hui qui a démontré sa totale résilience et qui aujourd'hui affiche des croissances incroyables, quel que soit le secteur de l'hôtellerie, du HPA, tous les secteurs aujourd'hui du tourisme et de l'hospitalité au sens large progressent. Donc on a démontré qu'on est dans une économie florissante, qu'on sait rebondir extrêmement vite, qu'on a donc des perspectives de croissance, des perspectives économiques, des perspectives d'investissement qui sont fortes. Et aujourd'hui, peu de collaborateurs, peu de talents, peu de jeunes ou de moins jeunes rejoignent notre secteur, qui pourtant donne des perspectives. C'est qu'on a probablement manqué de sens ou peut-être de management. Oui, on va en reparler de tout ça. Catherine Kérard, sur cette idée-là, c'est vrai qu'on a d'un côté des gens qui disent « Ah oui, les jeunes générations, elles sont comme ci, elles sont comme ça, elles veulent pas travailler, etc. etc. » Et puis de l'autre, vous avez des hôteliers qui disent « Bah oui, mais on a les salariés qu'on mérite et on a peut-être fait n'importe quoi depuis 20 ans. » Vous vous situez où, vous ? Je pense qu'on a une profession qui est profondément individualiste et qui s'est un peu trop regardé le nombril pendant longtemps, sans regarder ce qui se passait ailleurs. Et en tout cas, sur la partie, peut-être encore plus forte sur la partie restauration qu'hôtellerie. Et d'ailleurs, dans l'inconscient collectif, on parle de porteur d'assiette, on ne parle pas de serveur. Ça, c'est dérangeant. Ouais. Donc, on a un problème de reconnaissance de compétences aussi dans notre métier. On a un problème de management, puisque bien des établissements font attention aujourd'hui aux ressources humaines, et ça vient d'être traduite dans l'étude qu'on vient d'entendre. Et pour autant, pas suffisamment pour inverser la tendance. Donc on a besoin de retravailler tout ça collectivement, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les organisations professionnelles. On avait un problème de salaire, on a des problèmes on nous parle de pénibilité, je ne parlerai pas de pénibilité, je parlerai de spécification. Et on a un métier par contre qui a un avantage extraordinaire, c'est qu'on est profondément conviviaux et que c'est des lieux de vie dans lesquels on aime à s'y retrouver. Et donc là aussi, on a besoin aussi de faire comprendre à nos clients que ces lieux de vie, eh bien, il faut les respecter et à commencer par respecter aussi nos équipes de salariés. Oui. Nous-mêmes, mais les clients aussi. On va en parler de tout ça. Hervé Beckham, vous connaissez comme moi ce chiffre. Alors, je ne sais pas s'il est exact, mais c'est vrai qu'il est hallucinant. Il y aurait eu, pendant la pandémie, 237 000 collaborateurs qui auraient quitté l'hôtellerie-restauration. Alors, je ne sais pas, j'ai lu ce chiffre, 237 000, c'est absolument affolant quand même. Ça en dit long sur la situation, même si le chiffre est peut-être pas exact. En tout cas, ça en dit long quand même sur la situation. Est-ce qu'aujourd'hui, les employeurs de l'hôtellerie-restauration peuvent s'exonérer d'une profonde remise en question ? Alors, sur les chiffres, d'abord, oui, je pense qu'ils sont exacts. Oui, c'est ça. Peu ou prou, hein, c'est entre 200 000 et 250 000 salariés qui manquent aujourd'hui à notre industrie pour remplir, enfin du moins pour générer l'activité qui est celle qui se profile devant nous. Karim vient d'évoquer rapidement aujourd'hui cette activité qui a repris et de manière très forte et très vive.
et que, évidemment, beaucoup de chefs d'entreprise vont connaître quelques difficultés, ne serait-ce que pour assurer l'ouverture de leurs établissements. Après, il est vrai que, et Catherine l'a dit aussi, on a peut-être besoin de se remettre en cause sur certains items, en tout cas, de ce qui faisait nos manières de recruter, nos manières de se comporter, de gérer, de manager nos équipes. Et je crois que les professionnels, en tout cas au travers de leurs organisations professionnelles, ont bien conscience de ça. Et c'est bien pour cela que nous avons mené ensemble des négociations avec nos partenaires sociaux pour améliorer une partie. Je ne dis pas que ce soit la seule à améliorer, mais une partie conséquente quand même des conditions de travail de nos salariés en augmentant la grille des salaires. Mais tout ça me ramène à ce que j'ai entendu tout à l'heure au débat précédent. Les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, du café, du monde de la nuit, des discothèques, ils sont concernés dans le monde du tourisme, tout comme les hôteliers et les restaurateurs. Ont la volonté de progresser. Mais pour progresser, il faut qu'ils aient les moyens de progresser. Et le premier, ce que j'ai beaucoup entendu tout à l'heure, en tout cas, c'est que la restauration des marges est un préalable nécessaire à toutes les évolutions que l'on pourrait mettre en œuvre et que l'on se doit de mettre en œuvre pour retrouver de l'attractivité à nos métiers. On va reparler de tout ça. Karim, Gwenaëlle l'a bien montré. Elle parle de nouveaux rapports au travail. Aujourd'hui, on voit bien, il y a une quête de sens, il y a une recherche d'un meilleur équilibre entre vie privée, vie professionnelle. Il y a un problème d'organisation du travail. On ne peut pas réduire tout ça à une augmentation de salaire. Dans les médias, on a beaucoup parlé de l'augmentation de salaire dans l'hôtellerie-restauration. C'est un des éléments, mais clairement, ça n'est pas suffisant aujourd'hui. Clairement pas. Je voulais rebondir sur, depuis ce matin, ce qui est important, on parle d'attractivité, table ronde, c'est l'attractivité des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Je pense aux jeunes qui sont là, derrière, et on dit qu'aujourd'hui, on manque de main-d'œuvre. On ne va pas les faire rêver en leur disant qu'on manque de main-d'œuvre. On va peut-être les faire rêver en disant qu'on a besoin de talents, qu'on recherche des talents, qu'on recherche des gens qui sont engagés, qui vont avoir une approche différente avec les clients. Et on pourra leur apporter l'autonomie finalement, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi les métiers de l'hôtellerie et de la restauration? Effectivement, on n'est pas des porteurs d'assiettes, c'est des expériences. Mais qu'est-ce qui a produit l'expérience? C'est le collaborateur. Donc effectivement, il y a des enjeux salariaux, il y a des enjeux d'organisation, il y a des enjeux de fond. Mais pendant les travaux de fond, la vente, elle continue. L'attractivité, elle continue. Et je pense que déjà, il faut qu'on commence nous-mêmes par changer les mots qu'on utilise. J'ai entendu parler de ressources humaines, mais moi je préférais parler de gestionnaire de talent. Parce que c'est de ça dont on a besoin, et c'est ça qui va faire la différence des établissements. Ils sont déjà tous différents, je parle en tous les cas des indépendants. Ce qui va encore faire la différence entre eux, c'est les collaborateurs, les équipes, les gens qui vont servir, qui vont accueillir les clients. Et c'est ça qui va créer du souvenir, c'est ça qui va créer de la différence, et probablement de la valorisation. Et peut-être qu'une partie de la solution du modèle économique de la restauration des marges par l'acceptabilité des clients à payer un peu plus, c'est que 3 mois, 6 mois, 1 an après, quand on en parle en famille, on se souvient encore de ce serveur incroyable qui nous a décrit la carte, qui connaissait parfaitement son métier, qui nous a embarqués. C'est ça qui va faire une vraie différence. Bien sûr, il y a du travail de fond. Et le travail de fond, on vient d'en parler, c'est du sens dans son travail. On a parlé Gwenaëlle a parlé de lien. Le sens, c'est l'utilité. On parle beaucoup du sens, mais c'est quoi le sens? Le sens, c'est en quoi suis-je utile? Un serveur qui sent que son patron considère que son restaurant, son service est différent quand il est là ou quand il n'est pas là, il se sent utile. Il y a le salaire, mais il y a l'utilité. Il y a la performance. Aujourd'hui, on a besoin de former les managers, on en a parlé. On a besoin aussi de former les collaborateurs parce que ça va développer l'employabilité. Et quand on est employable, on a des perspectives dans un secteur. Alors peut-être qu'on ne va pas rester dans la maison où on est parce qu'on ne s'entend pas bien avec son patron, mais au moins on va repartir dans une autre maison du secteur. Et c'est déjà ça notre premier enjeu. C'est de faire en sorte qu'ils ne partent pas dans le bâtiment, qu'ils ne partent pas dans d'autres secteurs, mais qu'ils restent dans notre secteur et qu'ils trouvent des maisons
qui feront écho à leurs valeurs. Oui, alors Karim, la gestion des talents, ça demande des compétences en management, en ressources humaines. Voilà, ce sont des gens, les patrons de l'hôtellerie-restauration, qui ont toujours fait selon une certaine méthode, leur méthode pendant des années. Ça veut dire qu'ils doivent aujourd'hui être accompagnés pour ces changements-là. Ils vont pas inventer ça tout seuls, hein, très clairement. Alors clairement, le management, ça éloigne des fourneaux. Oui. Ça, c'est très clair. Clairement aussi, notre secteur n'a pas une culture de formation au sens large. On a une culture de transmission, on a une culture de tutorat que je vois revenir très fort. Ça, c'est important. On n'a pas une culture de formation et encore moins au management. C'est pas très grave. Les formations, elles existent. L'accompagnement, il est là, il existe. On a les solutions. À nous maintenant de trouver aussi dans l'organisation, dans la réorganisation des maisons, du temps aussi pour les propriétaires, pour les managers, pour eux-mêmes se former, eux-mêmes prendre du recul. Donc à nous de les accompagner. Quand je parle de nous, évidemment, je parle de mon groupe, de leur apporter ces solutions opérationnelles et techniques. Catherine, comment vous voyez les choses, vous, justement, avec cette gestion des ressources humaines, cette gestion des talents, comme dit Karim? Il y a clairement aujourd'hui des manques. Hein, et est-ce que vous sentez que les patrons des établissements sont prêts à changer, à modifier leur comportement et à se former pour essayer d'acquérir de nouvelles compétences? On est déjà dans une situation très difficile puisqu'on manque effectivement de talent pour la prochaine saison qui arrive là à grands pas. Alors pour dire à nos professionnels, eh bien, vous allez vous former pendant cette période-là pour attirer des nouveaux talents, c'est un peu une quadrature du cercle un peu compliquée. Oui, oui. On a de toute façon des professionnels qui sont d'excellents techniciens dans leur art. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et effectivement, ils n'ont pas été formés et suffisamment formés à la gestion des ressources humaines et donc à piloter leur entreprise au sens d'une vision à moyen terme. Alors, sur les investissements, ils savent faire. Sur la prospective commerciale, ils savent faire. Mais sur la prospective managériale, malheureusement, ils se sont un peu reposés parce qu'il y avait une dynamique qui était là. Il y avait et aussi des temps. Enfin, il n'y avait pas de tension dans l'emploi à l'époque et donc on attirait des talents facilement. Nos talents étaient tellement bons qu'ils se sont fait recruter par d'autres industries. Justement, on a parlé d'adaptabilité ce matin. Effectivement, on a un secteur d'activité qui est très adaptable. Et donc, on a formé aussi nos collaborateurs à ces adaptations. C'est pas français, mais bref. Et donc, on les a perdus. Et à nous maintenant d'aller les rechercher. Et effectivement, on va devoir aussi dire à nos professionnels, et ça, je crois que ça va être collectivement, qu'ils doivent se former, qu'ils doivent aussi appliquer des bonnes pratiques, parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut également le faire. Et donc, ça demande un investissement personnel du chef d'entreprise et une volonté pour transmettre aussi à ses directeurs d'aller dans ce sens. Et puis, là, ce n'est pas de jouer personnel, mais c'est de jouer collectif. Même si on a des entreprises très individualisées, nous devons jouer collectif sur cette prospective managériale. C'est une évidence. Et on parle même, et ça a été dit tout à l'heure aussi par Gwenaëlle, de marque employeur. Il va falloir qu'on se saisisse de ce sujet-là de façon très forte et ça ne doit pas être une tendance mais une lame de fond pour justement transmettre du sens. C'est à la fois sur le sens de la convivialité, des transitions, de toutes les transitions et de tous les enjeux qui nous attendent demain et particulièrement sur notre territoire. Hervé Beckham, est-ce que c'est un problème de génération des dirigeants ou pas? Je sais que vous, c'est par exemple votre fils qui reprend l'établissement. Ou votre fille qui reprend l'établissement. Est-ce que vous sentez que ces nouvelles générations sont plus sensibles aux thématiques de management, aux thématiques de ressources humaines que vous ne l'étiez? Bien sûr. Oui. Bien sûr, et beaucoup plus sensible que je ne l'ai été. Je suis désolé de prendre mon cas personnel. Oui, mais c'est normal. Que je ne l'ai été à leur âge et quand j'ai créé cette entreprise. Pour eux, la recherche et la difficulté aujourd'hui à résoudre, c'est bien de trouver les formations, de s'impliquer dans des démarches, même à l'intérieur d'entreprises, des expériences qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui,
de modification fondamentale de leur manière de manager leurs équipes et surtout de les recruter, et même de les recruter aussi. C'est vrai que Catherine a évoqué le problème, ou Karim en tout cas, le problème de la formation et de la formation des entreprises qui sont dans notre secteur d'activité. 90% des entreprises du CHR sont des entreprises de moins de 10 salariés. Oui, c'est ça. Ouais. Et 60% ou 65% moins de 5 salariés et 40% n'ont pas de salariés. Et avec Donc, un quotidien très prenant, évidemment. Avec un quotidien, avec la tête dans le guidon toute la journée. Ce qui les oblige à déléguer à des intervenants extérieurs le RH, c'est une certitude, c'est la première chose qu'ils délèguent, et il n'est pas sûr qu'en retour, ils aient le conseil et les informations qui leur est nécessaire, ou qui leur seraient nécessaires en tout cas, pour modifier leur comportement de recrutement et de management. Karim, il y a aussi un point qui est important, qui est en lien avec tout ça, c'est donner une perspective de carrière aux salariés. Ça, on sent vraiment que là, il y a un vrai manque, quoi. Ils se disent, bon ben voilà, j'arrive, je suis serveur, dans 30 ans, je serai serveur. Hein, là, il y a aussi quelque chose à faire sur la gestion des carrières des salariés. Absolument. Sens, performance, perspective. Les perspectives, on les a à travers la formation et donc l'employabilité, que j'ai évoqué tout à l'heure. On les a aussi, et c'est la force du collectif qu'évoquait Catherine, c'est aujourd'hui, dans un groupe comme le nôtre, on peut très bien faire son apprentissage dans un premier établissement, avoir son premier emploi dans un deuxième établissement qui a les mêmes valeurs familiales, la même configuration, mais qui est différente par nature, partir à l'étranger. Et puis, la perspective quand même ultime, et si on veut attirer des talents, si on veut les fidéliser, et si on veut qu'ils soient et qu'ils participent à l'innovation, peut-être que les perspectives ultimes, c'est de devenir à son tour chef d'entreprise. Et quelle meilleure entreprise que progressivement, au fur et à mesure de son travail, de son engagement, de son implication, d'avoir un propriétaire qui, pour des raisons personnelles, un jour devra vendre et ne pas transmettre, qu'il transmette progressivement à un couple, un collaborateur, une collaboratrice qui, elle, à son tour, deviendra chef d'entreprise. Ouais. C'est aussi ça, ce sont des mécaniques qui sont relativement habituelles dans d'autres secteurs et qui ne sont pas habituelles, pas normales dans notre secteur. On le voit de temps en temps, ce sont des belles histoires qu'on raconte et qu'on présente, probablement de belles histoires à développer davantage. Je ne parle pas de généraliser, parce qu'on est effectivement dans une hôtellerie aussi de génération, et puis peut-être d'autres qui ne trouveront pas les personnes à qui y transmettre. Mais quand on a dans l'entreprise quelqu'un qui a les capacités, le talent et l'envie à son tour de devenir chef d'entreprise, c'est probablement dans nos établissements qui sont à taille humaine, où on va avoir des collaborateurs qui vont accélérer cette transition digitale, cette transition environnementale. Dans RSE, il y a le social, ne l'oublions pas, la qualité de vie au travail, qui va attirer aussi l'attractivité de l'emploi, l'attractivité des clients, on en a parlé ce matin, l'attractivité des investisseurs. Et un banquier qui se dit, finalement, tel collaborateur, il travaille dans l'entreprise depuis 10 ans ou 15 ans, petit à petit, il est monté au capital, il a été préparé, je vais naturellement, moi, en tant qu'organisme financier, l'accompagner pour la reprise de l'établissement. Ce qui d'ailleurs résout un des autres problèmes majeurs des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est je veux vendre, mais je ne sais pas à qui, et je ne sais pas comment. Peut-être que 10, 15, 20, 30% des acquéreurs potentiels, ils sont dans leurs équipes. Et ça, c'est un sujet important, la perspective de carrière qui peut être offerte à travers la transmission, à travers la reprise des établissements. Ça, c'est un vrai sujet. On a parlé aussi de gestion des ressources humaines, de management, de marque employeur. Catherine, vous en avez parlé. J'aimerais qu'on rebondisse sur un problème très concret qui est celui de l'organisation du travail. Gwenaël en parlait en disant voilà, ceux qui sont partis dans des secteurs où il y avait des week-ends complets. Ça, c'est évidemment un vrai
vrai sujet, l'organisation du travail aussi dans les hôtels-restaurants. Il y a notamment la rupture du travail entre le service du midi et le service du soir, où les gens se retrouvent à faire des journées complètement folles en ayant cette rupture de l'après-midi, ces 3-4 heures là où ils ne savent pas trop quoi faire. Est-ce qu'on a des pistes de solutions très concrètes pour ça, Gwenaëlle ? Une piste, en tout cas, une chose qui ne doit pas être une piste à mon sens, c'est qu'on diminue du travail coupé pour faire du travail en continu en diminuant les horaires, parce que sinon ça contribue à la paupérisation des salaires. Et ça, je pense que c'est pour certains, ça pouvait pas être le Graal. Pour moi, je pense que c'est au contraire. Il faut tirer les salaires vers le haut. La profession commence à le faire. Donc, c'est des organisations de travail qui sont un peu différentes. Évidemment, on mangera toujours à l'heure de midi, on mangera toujours le soir, en tout cas, peut-être un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais en tout cas, les horaires sont bien identifiés. Donc, on aura toujours besoin de main-d'œuvre à ces moments-là. Certains expérimentent, et on l'a vu, la semaine de 4 jours. Certains expérimentent effectivement, peut-être éviter le couper, mais ça dépend aussi de la typologie des entreprises. Hervé vient de le dire, 65% des entreprises ont moins de 5 salariés. Ça veut dire que s'ils ne sont pas ouverts l'après-midi, ça contribue effectivement à diminuer le temps de travail, puisque si on veut faire que du continu. Donc il y a vraiment une quadrature très compliquée à gérer. Je pense qu'on parlait aussi tout à l'heure dans la première table ronde du tourisme au sens large et de la façon dont ça allait s'organiser demain. Évidemment, qu'est-ce que le secteur touristique attend ? Il attend qu'il soit mieux réparti. On va parler de la tartine de confiture, mieux répartie dans la durée, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit 1er juillet, 31 août, que ça commence peut-être le 15 avril et que ça se finisse le 30 octobre. Et donc, pour une répartition plus douce, avec peut-être moins de speed à ces moments-là. Mais en tout cas, à l'heure où moi on parle, on est en train on peut essayer de compenser certaines spécificités liées à notre métier, mais on ne pourra pas faire que du continu, c'est une évidence. Sinon, on perdra de l'attractivité là, pour le coup, pour le client, et donc on deviendra plus compétitif par rapport... Mais il faut quand même qu'on investisse. C'est pour ça que la marque employeur est très importante, et il faut qu'on investisse là-dedans pour avoir une dynamique qui soit compensée et comprise. Hervé, Karim, j'aimerais vous entendre sur l'organisation du travail. Ça, c'est aussi un vrai sujet et qui génère plein de frictions, évidemment. Oui, bien évidemment, vous avez évoqué, Karim en a parlé, mais surtout Catherine, la coupure. Je veux y revenir 2 petites secondes. La coupure qui est une caractéristique de nos métiers. Elle est bien vécue pour une partie des établissements, mal vécue pour une autre partie, c'est-à-dire par leurs collaborateurs aussi. Oui. Et là, c'est tout le travail qui nous reste à faire en négociation sociale, parce que là on entre directement dans le social, qui reste à faire pour trouver le juste milieu. Comment faire on trouve des moyens pour améliorer les conditions de vie de ceux qui veulent faire une coupure et sans pénaliser ceux qui ne veulent pas ou qui n'ont pas la possibilité de faire des coupures. Tout ça, c'est un gros travail qui est engagé. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner le détail, Catherine. Non, en tout cas, vous êtes en train de travailler dessus. Nous travaillons dessus et nous avons souscrit un agenda avec nos partenaires sociaux pour travailler sur ce problème de la coupure, pour travailler également, puisque vous parlez d'organisation de travail, sur des repos du week-end, qui est aussi un des éléments, du moins c'est une des revendications de tous ces collaborateurs, tous ces salariés qui partent. C'est une des raisons évoquées, au-delà de la rémunération, et que tout ça, c'est un programme de travail que nous avons devant nous, pour lequel nous avons pris des engagements d'agenda
de travailler sur ce que l'on appelle plus généralement la QVT, et puis on peut y adjoindre le RSE. Quand vous dites on s'est engagé sur un agenda, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 6 mois, dans l'année, dans les 2 ans? Non, je ne sais pas. Je vais vous donner simplement les dates des premiers rendez-vous. Le dernier, c'était le 30 avril, le prochain, c'est le 30 mai, et puis il s'en profile dès le mois de juin et au mois de juillet. Donc vous voyez l'agenda de travail, et à chaque fois on y travaille. Oui. Karim? Juste pour réagir, il y a un travail de fond, effectivement, qui est engagé aujourd'hui par les organisations syndicales. C'est évidemment une adaptation du travail dans chaque entreprise. Maintenant, en particulier dans la restauration, c'est moins vrai dans l'hôtellerie, c'est un marqueur. Les gens mangent le midi, ils mangent le soir, et l'organisation ne va pas pouvoir gommer tous les inconvénients liés à l'organisation même d'un métier. Mais dans chaque métier, il y a des inconvénients. Je dormais hier dans un établissement à la Baule du groupe où le propriétaire a travaillé pendant 25 ans dans l'industrie, il était d'astreinte tous les week-ends, il pouvait être réveillé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il dit aujourd'hui je suis en vacances et je n'ai pas vu ma femme pendant 25 ans, aujourd'hui je travaille avec elle. Ouais. Donc il y a dans chaque métier des inconvénients. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne cumule pas les inconvénients. Et bon, c'est tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, le changement des pratiques managériales, une implication, un engagement différent. Dans la RSE, il y a la partie sociale, employabilité, qualité de vie au travail, et puis il y a des inconvénients, comme partout, et je suis sûr que les inconvénients ne sont pas insurmontables, d'autant plus, et les entreprises le feront, si l'organisation propre à chaque entreprise, pas du travail en général, est compatible avec les équipes qui sont en place et leurs contraintes individuelles. Et ça, il y a du bon sens et du pragmatisme, tant du côté des chefs d'entreprise que des salariés, et je n'ai pas de doute sur le fait qu'on trouve des solutions. Oui, alors, il peut y avoir des solutions radicales. On connaît des hôteliers-restaurateurs qui ont fermé le service du midi, carrément, parce qu'ils ne peuvent pas faire face, en fait. Donc, ils ont fermé le service du midi. C'est des solutions plus radicales, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres pistes dont vous souhaiteriez parler, que vous souhaiteriez échanger avec nous, Catherine? Il y aura une piste fiscale, puisque aujourd'hui, par exemple, l'indemnité de repas est fiscalisée et est soumise à charge sociale. Le logement des saisonniers, c'est pareil, c'est soumis à charge sociale, ça pèse lourd. Et en plus, ça ne rapporte rien à nos salariés. Donc, à qui rapporte le crime? Enfin, donc il y aura des enjeux aussi à mettre sur la table à ces niveaux-là, et c'est des enjeux que nous avons parfaitement identifiés et sur lesquels il faut que les pouvoirs publics vous accompagnent. Nous souhaitons absolument, au niveau des organisations syndicales, peser fortement, parce que c'est aussi important pour nos collaborateurs d'être bien logés, d'avoir des conditions de prise de repas normales, et pourquoi sur un repas on paye des charges sociales et de la TVA. C'est un non-sens. Donc voilà, c'est aussi des sujets. Une piste fiscale. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez évoquer, Hervé? En tout cas, bien sûr qu'il y a d'autres pistes de travail, ne serait-ce que la formation. On pourrait en parler très longuement. Mais l'évolution, en tout cas, et la possibilité de retrouver des salariés qui nous permettent de faire fonctionner nos entreprises, et non pas de voir des entreprises aujourd'hui qui ferment un service, mais il y a des entreprises qui ferment 3 jours par semaine. Donc qui se privent d'activité parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire autrement. Mais évidemment, et là on rejoint le thème que j'évoquais tout à l'heure et qu'on en a beaucoup entendu au cours de cette première conférence ce matin, c'est de retrouver et de restaurer des marges. Je veux dire et ces marges, on ne pourra les restaurer que s'il y a autour de la table les professionnels, bien évidemment, nos salariés, bien évidemment, qui sont nos partenaires sociaux, et l'État. Il ne peut pas y avoir de restauration des marges sans modification de la fiscalité appliquée aujourd'hui sur notre secteur d'activité. C'est indispensable. Karim ? Plus globalement, Catherine l'a évoqué, c'est l'enjeu de jouer collectif et en tous les cas de la mutualisation d'un certain nombre d'avantages, typiquement dans les très petites et dans les petites ou moyennes entreprises, il n'y a pas ou rarement d'avantages de type comité d'entreprise. Oui. Nous l'avons mis en place
à l'échelle d'un peu plus de 2000 établissements. Donc chez Logis. Dans le groupe Voilà. Logis Hôtel, systématiquement, quand un établissement du groupe recrute, dans son annonce, il met en avant cet avantage de type comité d'entreprise. Il y en a certainement beaucoup d'autres à inventer, beaucoup d'autres à mutualiser, de manière à ce que demain, une entreprise ancrée sur son territoire à taille humaine soit, en termes d'avantages sociaux, aussi ou quasi aussi attractive qu'un grand groupe. Il n'y a pas de raison, demain, que les collaborateurs qui sont dans des petites et moyennes entreprises, engagés dans l'économie locale, engagés dans l'emploi local, soient moins attractifs. Et ça, on peut y arriver à condition de jouer collectif. On va passer la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des avis à nous donner, des expériences à partager avec nous? N'hésitez pas. Encore une fois, c'est toujours le premier ou la première. Toujours plus difficile. Juste au Oui, préalable, Hervé. je voudrais rajouter quelque chose parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notre secteur d'activité, dans sa globalité, et le tourisme, en règle générale, est un peu montré du doigt quand même. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait au moment où il fallait, et c'est pour cette raison que vous n'avez pas. Je voulais juste rappeler que le secteur du CHR a été un précurseur en matière d'avantages sociaux. Et que en 2009, un accord de branche créait l'obligation pour tous les employeurs du CHR de mettre en place une mutuelle de protection santé. Et que cette obligation a été rendue, a été généralisée pour l'ensemble des salariés français en 2016, c'est-à-dire 7 ans après. Donc aujourd'hui, quand la profession dit nous faisons les efforts et nous allons faire les efforts, ils sont crédibles parce qu'ils l'ont déjà prouvé préalablement. Allez-y, dites-nous. Oui, bah oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Exactement. Bonjour, Agnès Broquet, donc Loire-Atlantique Développement. Merci pour vos présentations. Je voulais juste peut-être faire part d'une expérience et puis voir ce que vous en pensez. Donc à Loire-Atlantique Développement, on a créé un groupe de réflexion autour de l'emploi. C'est pas très original, mais on sentait qu'il y avait un besoin de la part des professionnels. Donc il y en a beaucoup qui sont dans le groupe. Donc voilà, on réfléchit. On a accumulé suffisamment d'idées pour être sur 10 chantiers très simples. Enfin voilà, dont un qui recoupe ce que vous disiez, monsieur, au niveau du sens. Voilà, tout le monde a été unanime sur le fait qu'aujourd'hui on avait des salariés qui posent la question effectivement des avantages sociaux, mais aussi des engagements dans la RSE et toutes ces questions sociétales, dans la bienveillance. Voilà, vous êtes un secteur effectivement regardé. Et donc, pour les salariés aussi, on s'est dit, avec nos collègues des offices du tourisme, qu'il y avait aussi à leur apporter de la connaissance sur leur territoire. Et cette connaissance, souvent, elle est assez faible parce qu'on est très pro, on a de la capacité technique, on sait porter les assiettes comme vous disiez, mais alors au café quand le client dit bon alors maintenant on aimerait aller se balader parce que les gamins sont un peu speed, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, souvent le serveur se carapate et laisse ça à l'office de tourisme d'à côté ou ne sait même pas trop quoi dire. Donc voilà, on a pensé que ça pouvait être une action utile, on l'avait mise en place en 2020, on avait eu des petits groupes d'expérimentation sur Pornichet et un petit peu sur La Baule, quelques hôteliers qui s'étaient engagés, restaurateurs. Voilà, on va le poursuivre, on va le relancer. Je regarde Catherine parce qu'elle fait aussi partie du groupe. Mais voilà, c'est une idée. Il peut y en avoir plein d'autres, des choses. Ça a donné simples. des résultats? Ça a donné des résultats? On a des hôteliers et des restaurateurs qui sont ravis, en tout cas, que nous prenions en main ce genre d'action parce que ce n'est pas leur job et je le comprends tout à fait. Et on peut penser que c'est notre job de professionnel du tourisme, effectivement, que d'apporter cette connaissance et de faire en sorte que ce soit nous, professionnels, office, je le fais au sens large, qui venions apporter cette information alors qu'on ne va pas attendre du restaurateur qui vienne avec son équipe en début de saison pour dire bon alors qu'est-ce qui va se passer cet été, etc. Quelles sont les nouveautés du territoire ou qu'est-ce que voilà. Donc un petit message sur la beauté de nos territoires, ses forces, à la fois sur place mais aussi à quelques kilomètres, l'accessibilité vélo. Enfin voilà, en 2 phrases,
un serveur, une serveuse peut apporter ces éléments-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Une réaction de Catherine, Oui, Karim? juste une toute petite réaction. C'est vrai que nos collaborateurs sont des ambassadeurs d'un territoire avant tout. Et si c'est assez usuel dans l'hôtellerie, puisque au niveau de la réception, on aime à mettre en avant les points positifs du territoire tout autour, c'est vrai que ça l'est souvent moins au niveau de la restauration. Ça pose, on parlait de formation tout à l'heure, ça pose effectivement la question de la formation, notamment pour les saisonniers quand ils arrivent sur un territoire. Comment leur faire un parcours assez rapide, parce qu'on ne peut pas leur faire 3 semaines, 1 mois de formation au préalable, parce qu'ils sont souvent entre 2 saisons, particulièrement pour les saisonniers professionnels. Donc, mais il y a vraiment des petites choses à mettre en place. Est-ce que c'est un pôle tourisme dédié à la saison? Enfin bref, on en reparlera, il y a tellement de sujets. On a déjà bien travaillé sur ce dossier-là. Mais en tout cas, ça pose... c'est vrai que nous avons des collaborateurs et des professionnels qui sont des ambassadeurs de leur territoire, de leur métier, et donc qui participent au plaisir de nos clients et donc à l'attractivité et à la dynamique. Oui, donc c'est très important ça, effectivement. Karim, et puis après madame. Une réaction pour vous dire merci, parce que je trouve que cette action, c'est probablement la meilleure action anti-Airbnb et anti-logement loué de manière plus ou moins concurrentielle, pour être politiquement correct. Et effectivement, la connaissance du territoire, d'abord, c'est de la fierté. Vous avez compris que j'étais fier de travailler dans ce secteur et pour les hôteliers. En tant que fierté pour un serveur, une réceptionniste, une femme de chambre qui va croiser matin en partant, etc., de pouvoir renseigner sur sa région, présenter sa région, il n'y a rien de plus beau comme souvenir. Et c'est là-dessus qu'Airbnb a construit sa pseudo-réputation. Donc, merci. Madame, on vous écoute. Oui, bonjour. Donc, Juliette Langagne de Cap Atlantique. C'est vrai que nous, sur notre territoire de l'agglomération, en fait, on a 95% de très petites entreprises. Donc, tout ce qui est management des ressources humaines et la fonction ressources humaines, ils n'ont pas les moyens de l'investir. Donc, en fait, vous parliez de la nécessaire formation pour tout ce qui est gestion des talents. Donc, à la fois attirer, recruter et fidéliser. Concrètement, vous conseillez quoi à ces employeurs qui vous sollicitent pour être formés, parce qu'il y en a, est-ce qu'il y a vous avez travaillé sur quoi ou qu'est-ce qui existe? Ça, c'est ma première question. Et donc, j'en ai une petite deuxième. Donc, en effet, il y a des employeurs qui ont envie de se former. Après, il y en a d'autres qui ont des difficultés à recruter, mais qui ne sont pas encore prêts au niveau de ce changement de paradigme, de donner, d'attirer des nouvelles générations, toutes ces choses-là. Pour les sensibiliser, pareil, est-ce qu'il y a des outils, des petites vidéos, des petites choses comme ça qui sont mises en avant, parce que c'est vrai que sinon, entre guillemets, on ira dans le mur. Ils auront vraiment des difficultés à recruter qui ne parviendront pas à résoudre. Voilà, merci. Allez-y. Alors, je vais vous parler du groupe, je parle de ce que je connais et de ce qu'on a mis en place. On a une très forte conscience dans le groupe, 20 chambres en moyenne par hôtel. Donc on va de 5, un peu plus, mais 20 chambres en moyenne par hôtel, donc une très forte contrainte sur le temps, à la fois des propriétaires, mais aussi des équipes. Et donc, notamment l'académie du groupe Logis Hôtel que nous avons déployée, on l'a déployée dans un premier temps et on continue de le faire systématiquement en format digital. L'avantage du format digital ou distanciel, c'est qu'il est à temps choisi. Donc vous pouvez vous arrêter entre 2 accueils de clients, entre 2 services, fameuse coupure où des fois on reste, on peut aussi en profiter pour se former. Et donc ça veut dire que les dirigeants ont aujourd'hui accès, y compris en distanciel, à des formations à la fois sur le management, mais aussi, et c'est le deuxième axe qu'on travaille, c'est le partage de bonnes pratiques. Il y a la formation un peu théorique, mais de temps en temps ça fait du bien, surtout quand on n'a jamais eu la chance d'avoir ce type de formation. Deuxième, c'est la force du collectif, c'est le partage des bonnes pratiques. Donc toutes nos formations sont émaillées des bonnes pratiques tirées de leurs pairs, qui eux aussi ont 10 chambres, 15 chambres, 20 chambres. Et puis le troisième levier qu'on active, c'est l'accompagnement opérationnel qu'on a sur le terrain. On a 20 personnes
qui accompagnent au quotidien les hôteliers et qui là, ceux qui ont fait la formation, qui ont mis les bonnes pratiques, qui veulent aller plus loin, qui ont des questions, qui veulent être mis en relation avec l'hôtelier qui a eu cette bonne pratique, eh bien c'est le 3e levier. Voilà concrètement ce qu'on peut faire pour des dirigeants de très petites entreprises qui ont effectivement très peu de temps. Et comment on sensibilise alors les hôteliers à l'urgence de ces problèmes, à la nécessité de ces problèmes? L'accompagnement, encore une fois, ils sentent bien qu'il y a un problème. Quand ils voient que les collaborateurs, les salariés arrivent, repartent, eux-mêmes sont parfois dans une situation de détresse. C'est là où on arrive en disant on va trouver des solutions. D'abord, on va peut-être rédiger l'annonce de manière un peu différente. Le danger, quand vous êtes une toute petite entreprise, que vous voulez énormément de polyvalence, c'est que vous allez rédiger un profil de poste qui est le mouton à 5 pattes. Le profil de poste mouton à 5 pattes, il fait peur. Donc on va revenir à la base en disant attendez, d'abord, qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez une réceptionniste. Profil de poste de réceptionniste, une annonce pour recruter une réceptionniste, garçon ou femme, c'est ça. Et quand vous aurez la personne compétente dans votre entreprise, vous lui expliquerez les spécificités de votre maison, les spécificités de l'emploi, les avantages de l'emploi. Dans un premier temps, faites venir et ne faites pas peur dans le recrutement. Voilà comment concrètement aussi on peut aider. Catherine, et puis après Madame. Les TPE ont souvent, par méconnaissance, délégué leur gestion de paye à leur expert comptable. Alors, un expert comptable, c'est quelqu'un pour compter. C'est pas quelqu'un qui va piloter la paye. Donc, ça veut dire que, tout à l'heure, je parlais de pilotage d'entreprise. On a des règles sociales à respecter, on a des temps, des coupures journalières, on a des amplitudes maximales, etc. Beaucoup de nos professionnels méconnaissent ça. Donc là, il y a nécessité de s'informer et de se former. Les organisations professionnelles, on est là pour ça. On a des techniciens et des juristes qui sont capables de répondre et d'aider à mettre en place un certain nombre de choses. La gestion des plannings, la gestion, justement, le reporting des temps de travail, des temps de service. Ça, c'est déjà les fondamentaux. Pour moi, c'est le b.a.-ba. Donc ça, c'est déjà la première des choses à mettre en place. Après que l'on délègue la paye, si on veut déléguer la fonction paye à son expert comptable, il y a d'autres, enfin je pense à Réseau, mais il y a d'autres qui le font et qui seront capables de vous dire, là vous êtes dans les clous, là vous n'êtes pas dans les clous. Un expert comptable, il va prendre les données, il va sortir un bulletin de salaire, il va vous sortir une DSN et voilà. Mais ça veut dire que moi, je suis chef d'entreprise, j'ai plusieurs établissements, j'en ai 7, 8. Je regarde tous les mois les taux d'activité de chacun de mes salariés. Tous les mois, je regarde où ils en sont, combien d'heures de récup ils doivent avoir, comment je projette les congés payés, etc., etc. C'est un vrai pilotage. C'est en ça que je parle de pilotage aussi. On peut déléguer une partie, mais en tout cas, la gestion opérationnelle vraiment d'exploitation et donc de l'humain à l'intérieur de son organisation, elle est fondamentale. Si vous ne faites pas ça, vous perdez l'essentiel. Vous savez plus combien touche votre salarié, etc. Vous perdez donc cette relation qui est à la fois une relation professionnelle, mais aussi qui est une relation financière, une relation de moyens, une relation normale entre un employeur et ses salariés. Et pour que nos salariés se sentent bien, avec une bonne qualité de vie, eh bien, il doit y avoir une répartition des tâches avec le bon salaire en face. C'est une évidence. Hervé et puis Madame. Oui, très rapidement, c'est pour répondre à la question précédente, enfin à la question à laquelle vous étiez en train de répondre. Comment faire savoir, comment amener les professionnels aujourd'hui à se former? Je crois que dans le plan de relance que nous vivons aujourd'hui, que nous commençons à vivre aujourd'hui, il y a un gros volet sur la digitalisation des entreprises. Et nous allons bien évidemment, nous, organisations professionnelles et l'ensemble des professionnels, veiller à ce qu'on puisse flécher effectivement ces moyens vers les chefs d'entreprise et vers les très petites entreprises. Madame, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour.
Céline Augereau, professeure au lycée Grand Air à la Baule sur le BTS Tourisme. Alors j'ai 2 petits points de partage d'expérience. On parlait de culture générale et c'est vrai que notamment depuis la rénovation du BTS, on a beaucoup moins de culture générale dans le BTS. Notamment, on n'a plus tout ce volet patrimoine régional qu'on avait. Il y avait il y a 10 ans quelque chose de très intéressant. On en avait discuté avec Juliette, qui était mis en place par la région, qui était un pass culture. Les étudiants avaient accès à différentes structures. Ça créait un peu d'émulation entre eux. Ça marchait pas forcément très bien, mais au moins certains, ça leur donnait envie d'aller découvrir les structures de manière aussi autonome du territoire. C'est peut-être une piste à renouveler, à creuser. Et puis sinon, nous on constate, et ça s'est accentué avec le confinement, que beaucoup d'étudiants ont des emplois étudiants dans la grande distribution, ce qui fait que même pour les emplois saisonniers en juillet et en août qui leur sont proposés après les stages de mai-juin, ils retournent dans la grande distribution, ils y restent peut-être après leur BTS tourisme, parce que dès le BTS, ils sont un petit peu attirés par ces postes dans la grande distribution. Donc est-ce qu'il y a, voilà, il y a quelque chose aussi peut-être que vous envisagez là pour contrer un peu. Alors nous, ça nous pose aussi souci parce qu'évidemment, ces emplois dans la grande distribution ne les aident pas à avoir l'examen et à avoir les compétences pour l'examen. Parfois, ils arrêtent avant parce qu'ils goûtent à une autonomie financière. Donc ça nous pose aussi souci pour bien les préparer à l'examen. Juste une réponse, Catherine ? C'est une réalité, effectivement, pour nos étudiants. Le pass culture est évidemment une bonne chose et particulièrement dans notre secteur d'activité, bien connaître son territoire pour bien en parler et donc pour donner envie sur la clientèle touristique, à tout le moins. Sur la dynamique des étudiants à venir travailler dans la grande distribution plutôt que dans notre secteur d'activité, c'est quand même dommage puisque voilà. Alors pour quelles raisons, ça je l'ignore. Ce serait bien de leur poser la question puisque. Oui, surtout que je suis pas sûr que les conditions de travail dans la grande distribution soient. Non, elles sont pas meilleures. Un Graal, hein. Clairement. Non, mais ils ont sans doute du continu. Ils travaillent de bonne heure le matin, peut-être plus disponibles le soir, je ne sais pas. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question à se poser et peut-être à vous à leur poser et à nous rendre réponse. Ce serait une bonne solution aussi. Madame, parce que je ne pense pas que ce soit une question de salaire là en ce qui concerne cette problématique-là. Bonjour à toutes et tous. Florence Adam, guide entre Loire et Océan. Moi, je viens un peu du secteur plutôt tourisme, guide touristique, guide conférencier. J'ai une question. Est-ce que vous avez déjà ressenti l'impact de la réforme du chômage sur l'emploi des saisonniers ou pas saisonniers, contrat de 6 mois Aujourd'hui, avec la réforme du chômage, il faut un contrat de 6 mois pour pouvoir avoir des indemnités. Je vous pose la question parce que nous, dans notre corps de métier, la réforme a eu un impact très important. Quasiment 40% des guides ont changé de métier. Et du coup, beaucoup sont obligés d'avoir un deuxième métier. Donc, il y a de l'enseignement, mais c'est pas forcément évident d'avoir ces deux activités-là. Et du coup, l'activité de guide se voit vraiment rétrécir en termes de disponibilité. Alors peut-être il n'y a pas d'agence réceptive, je ne crois pas ici aujourd'hui, mais on manque de guides du coup sur le territoire. Et voilà, donc c'était vraiment par rapport à votre secteur, quelle est l'implication, quel est l'impact de la réforme. Vous ne le savez peut-être pas déjà parce que ça vient de réellement d'être appliqué. Et puis deuxième question, nous dans le secteur tourisme et des guides, on demande, on réclame avec les syndicats un statut d'intermittence tourisme qui existait auparavant. Voilà, c'est un statut qui permet, comme les intermittents du spectacle, qui permet de pouvoir avoir son activité et avoir justement ces temps de rupture, avoir des indemnités. Voilà, merci beaucoup. Alors, qui veut répondre à cette question ? L'impact de la réforme du chômage qui, Pierre Denisel le rappelait, je crois, est entrée en vigueur depuis le 1er octobre dernier. Oui, tout à fait. On va répondre collectivement, je crois, pour rester politiquement correct. Non, surtout pas. À la question, est-ce que l'on ressent aujourd'hui l'impact de la réforme du chômage qui est effectivement applicable depuis octobre 2021 ? Les circonstances prouvent que ça n'a pas un grand impact. On n'en serait pas aujourd'hui à continuer à accumuler des déficits et des difficultés de recrutement s'il y avait un véritable impact. Et que, effectivement, là aussi, la modification importante de l'indemnisation de chômage
doit être un des items que l'on doit travailler pour retrouver de l'attractivité. Quand aujourd'hui il est plus confortable et plus intéressant financièrement de rester chez soi que d'aller chercher un travail, bien évidemment que ça n'incite pas à augmenter le stock de candidats potentiels pour nos métiers, comme pour les autres métiers. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls concernés. Et juste une petite parenthèse, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés de recrutement. Nous ne sommes pas les seuls. Et ce qui veut donc dire qu'au-delà de la concurrence à l'intérieur de notre secteur d'activité entre les entreprises, il y a aussi, bien évidemment, la concurrence avec l'attractivité des autres secteurs. Oui, tout à fait. Catherine ? Juste une petite notion. Nous sommes des entreprises structurées alors que vous êtes individualisés. Donc, ce qui fait toute la difficulté de votre statut. Je ne me prononcerai pas sur les intermittents du spectacle parce que voilà, ça coûte assez cher à la collectivité et donc je n'ai pas de compétences propres à dire par rapport à ça. Je comprends évidemment votre problématique après 2 ans de Covid. Je veux simplement attirer quand même quelque chose qu'on a vu plus particulièrement sur Paris cette année depuis 1 an, c'est la naissance d'auto-entrepreneurs serveurs. Et ça c'est ouais. Et ça, je pense qu'il ne faut surtout pas aller comme on a créé un statut particulier pour les livreurs de Uber et machin, ce qui est une catastrophe. Et donc, n'allons pas, c'est une catastrophe sociale, durable, enfin, sur tout ce que vous voulez. Donc, en tout cas, donc voilà, je dis attention. L'ubérisation qui touche vos emplois. N'allons pas demain recruter des auto-entrepreneurs avec un régime social très particulier, avec des risques associés à ça. Enfin, et on en a vu beaucoup. Et j'ai dans notre organisation, j'ai certains de mes collègues qui m'ont dit, mais Catherine, j'avais pas le choix. Ils voulaient pas être salariés, ils voulaient rester auto-entrepreneurs. Attention au risque social, au risque fiscal, etc. Ça ne répond pas à votre question, j'en ai bien conscience, mais j'attire quand même l'attention à tous les professionnels de notre secteur d'activité. Ne mettons pas le doigt dans un mauvais engrenage. C'est tout. Là où on parle de RSE, on est anti-RSE à faire des choses comme ça. Alors, monsieur là-bas, et puis après, monsieur. Bonjour, Alain Sabatier, je suis hôtelier-restaurateur, mais également président de la branche hôtellerie de l'UMI 49. Je voulais rebondir sur ce que Gonel disait par rapport à nos collaborateurs et au métier qui était l'implication. Et pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors bien sûr, sans ignorer les problématiques, qu'elles soient financières, salaires, conditions de travail et autres. Et comme l'a dit Karim, de toute façon, les difficultés du métier, il y en a dans tous les métiers. Pour moi, cette implication, son point de départ, c'est le choix du métier, qui doit être justement un choix et bien réfléchi et non un choix par défaut. Et ça commence par la découverte de nos métiers, qui aujourd'hui est dans les collèges et dans les lycées, mais même ça devrait, à mon sens, démarrer au collège peut-être, pour trouver des moyens de mieux faire découvrir les métiers. Dans le 49, il y a un collège qui a mis en place une découverte des métiers, non pas les fameux 3 jours qui ne servent pas à grand-chose, mais 2 fois 1 mois dans les établissements. Ça, c'est le premier point, parce que quand on parle aujourd'hui de recrutement, qui dit recrutement veut dire que des gens sont partis. Donc là, les questions qu'on s'est posées, pourquoi ils partent, il y a effectivement les salaires et les conditions, mais il y a souvent ce manque d'implication où ils s'aperçoivent, en étant au bout d'1 an, 2 ans dans le métier, qu'en fait, ce n'était pas vraiment l'idée qui se faisait de ce métier ou qu'il n'était pas fait pour eux, etc. Donc ça, c'est le premier point, c'est de leur faire vraiment découvrir le métier. Et après, il y a une responsabilité des établissements, qu'ils soient universitaires, CFA ou autres. C'est au moment où on reçoit on va les appeler des candidats, mais les éventuels étudiants, quelles sont leurs véritables motivations également? Est-ce que c'est la famille qui les pousse? Est-ce que là, encore une fois, c'est un choix par défaut? Et un dernier point qui concerne un peu plus les CFA et vis-à-vis de l'alternance et du rythme de l'alternance qui, à mon sens, serait
à revoir, à réfléchir autrement, qui résoudrait peut-être d'ailleurs une partie de nos métiers qui sont dans la saisonnalité, parce qu'aujourd'hui, tous les établissements qui sont saisonniers ne peuvent quasiment pas avoir d'alternants, puisque souvent ils sont en période scolaire et c'est absolument pas possible. Donc tous ces éléments-là peuvent aider à la manœuvre pour avoir à la fois un peu plus de collaborateurs et surtout des collaborateurs plus motivés, avec une perte et une hémorragie du personnel peut-être moins importante s'ils sont arrivés dans ce métier vraiment par choix et certainement dire par passion. Juste une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre, Hervé ? Sur une partie en tout cas de la question, bien évidemment qu'il y a à travailler et à travailler avec l'éducation nationale et avec les parents sur l'orientation des jeunes, à savoir à quel moment, est-ce que c'est en troisième, est-ce que c'est en sixième, est-ce que c'est peut-être avant, et donc l'implication des professionnels et en accord avec l'éducation nationale pour que l'orientation puisse se faire de manière la plus large possible en tout cas, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Je voulais juste répondre sur l'apprentissage. Aujourd'hui, la possibilité de prendre un jeune, ou moins jeune, parce que là aussi l'âge il a un tout petit peu progressé, prendre un apprenant en apprentissage, en tout cas, il est possible toute l'année. C'est dans la loi sur l'apprentissage de 2021. Et donc, il n'y a plus le séquencement qu'il y avait précédemment, septembre. Voilà. Monsieur ? Bonjour, Pierre Saboureau, directeur de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, Office du tourisme de Saint-Nazaire et parallèlement président des offices du tourisme des Pays de la Loire. J'aurais apporté un témoignage et puis poser une question. Témoignage, il y a 6 mois, à Saint-Nazaire et sur l'agglomération, on s'est rendu compte qu'il y allait avoir un problème crucial de recrutement et donc on a décidé de mettre autour d'une même table à la fois les employeurs, hôteliers, restaurateurs et activités de loisirs, et l'ensemble des services d'accompagnement à l'emploi, plus toutes les associations d'insertion, afin que chacun puisse exprimer les difficultés dans un camp et dans un autre, en quelque sorte, même si je ne les oppose pas, pour faciliter la communication, la compréhension des enjeux et la mise en relation avec des personnes en recherche d'emploi. C'est un processus qui va être long, mais c'est une première démarche collective qui, me semble-t-il, est positive. Et à propos de collectif, et en prenant exemple sur ce territoire de Saint-Nazaire, qui est très connu pour son industrie prospère, un peu moins pour son activité touristique, l'industrie lance de grandes campagnes de communication avec les valeurs nouvelles du développement durable, de l'éolien en mer, etc. Sur cet exemple, ou sur ces 2 exemples, sur ces 2 points convergents, je pose la question à la fois au président de groupe, directeur de groupe et tête de réseau, peut-on envisager, en action collective et sur une valeur essentielle de ces métiers qui est la relation humaine, le contact humain, peut-on envisager, pour attirer de nouveaux talents, une campagne collective nationale de communication ? Et ben voilà, la question est posée. Qui veut y répondre ? C'est une demande qui a été formulée notamment à notre ministre Jean-Baptiste Lemoyne et également à Bruno Le Maire. Un budget est censé être fléché vers nous. Ce budget, à chaque fois que Didier ou Hervé, je suppose vous leur en parlez, s'amenuise au fur et à mesure, donc je ne sais pas où ça finira, mais en tout cas c'est une demande forte, même au niveau national, qu'une dynamique liée à l'attractivité de notre métier et donc à diffuser au grand public soit faite. J'espère que ça ira dans ce sens. Hervé ? Juste très rapidement, parce qu'effectivement, il y a une campagne nationale aujourd'hui qui a été votée, 9 millions d'euros, je crois. Ils en sont à la détermination de l'agence qui sera en charge de la diffusion de ces messages. Et ils sont surtout dans des discussions d'agenda, de calendrier. Et de ce que je sais aujourd'hui, il y a d'âpres discussions entre les professionnels que nous sommes et nous participons et le gouvernement ou l'administration. En tout cas, le gouvernement voudrait démarrer cette campagne au mois de juillet.
Et les professionnels sont un peu interrogatifs. Mois de juillet, c'est la moitié de la saison qui est passée. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'est pas préférable d'envisager quelque chose qui vienne un tout petit peu après la saison, en tout cas? Oui, à ce moment-là. Mais il y a un budget aujourd'hui de 9 millions d'euros. D'accord. Donc le budget est là. Budget d'État. Alors allez-y, on vous écoute. C'est vrai que c'est dans le cas, c'est la mesure 1 du plan de relance, plan de reconquête Destination France. C'est effectivement 9 à 10 millions d'euros, 5 millions pour 2022, 5 millions pour 2023. Et il y a effectivement tout un groupe. Nous, universitaires, avec notamment des collègues enseignants, on s'est battus parce qu'on voulait s'arrêter justement jusqu'à 17 ans. Nous, on estimait qu'il fallait peut-être aller au-delà. Et le modèle dont il s'inspire, c'est effectivement campagne promotionnelle de l'armée, recrutement au niveau de l'armée, avec une vraie réflexion justement aussi comment toucher ces futurs talents. Et il y a et là, juillet, je partage votre position. Une campagne en juillet, c'est autant jeter quelque chose dans la rivière là. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie réflexion. Mais c'est engagé. La campagne de recrutement pour l'armée, ça avait été efficace, je crois. Il semblerait que ce soit efficace. Moi, je ne suis pas un spécialiste sur cette question, en tout cas, mais il semblerait, en tout cas, c'est le modèle sur lequel ils se sont inspirés. Enfin, c'est le cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne qui suit ça, Victoire Vandeville, c'est-à-dire CAB, et qui, il y a les hôteliers, Pierre-Frédéric Rouleau au niveau de la CFET, de la conférence des formations d'excellence au tourisme, est également présent. Enfin, on est plusieurs, en tout cas, à participer à ce groupe de travail. Bon, écoutez, il est 13h05, donc on dépasse un peu largement, mais c'est pas grave parce que c'était passionnant. C'était passionnant de vous entendre, vraiment. Beaucoup de sujets ont été abordés. En tout cas, on voit que tout ça est en train de changer, tout ça est en train d'évoluer, et on va suivre ça évidemment avec intérêt. Un grand merci, mesdames, messieurs. Un grand merci à vous.